Merci à vous pour encore être là et bon, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec mes chiffres parce que j'aime beaucoup les chiffres. Donc, bon. La première chose, c'est faire un petit historique parce que je trouve que c'est important. Pourquoi on étudie en fait la santé mentale des migrants? C'est que depuis qu'on fait de l'épidémiologie, on étudie la santé mentale des migrants. Donc, il y a quand même, donc ça, la première fois qu'on a étudié, c'était la première vague donc, de migration, la première grande vague de migration avec les États-Unis. La deuxième fois, on a étudié la santé mentale des migrants, c'était avec la migration postcoloniale en Europe, après la post-guerre. Et maintenant, bien sûr, il y a la troisième grande vague des migrants. C'est un diapo très compliqué, mais que pour moi, c'est rassurant parce qu'il montre que le cerveau, finalement, il est compliqué. Donc, il n'y a pas une cause de maladie mentale, il n'y a pas un gène de la migration des migrants malades, etc. Mais qui montre finalement, donc, les modèles explicatifs de la plupart, moi je dirais pas toutes, hein, maladies en général, mais aussi les maladies psychiatriques, c'est qu'il y a une interaction entre des gènes qu'on va hériter et l'environnement. Et cette interaction, elle est dès vraiment la formation de la personne, donc avec un héritage génétique, mais aussi avec des mutations. Si par exemple, ma mère, elle avait vécu à côté de Tchernobyl, bon, voilà, j'aurais peut-être pas le même gène que j'ai aujourd'hui. Et cette interaction, elle va se faire donc tout au long de la vie. Et à partir de là, elle va agir sur l'expression génétique de chacun et par conséquent dans la dysfonction du système nerveux, du fonctionnement cérébral, et ça va donner des symptômes. Donc ça veut dire que c'est des symptômes, le cerveau n'est pas programmé pour faire schizophrénie, dépression, etc. Il va donner des symptômes, donc des symptômes, des altérations de l'humeur, des symptômes cognitifs, des symptômes qui vont altérer la perception de la réalité. Et après, en effet, on va voir dans la clinique les manifestations cliniques où c'est des concentrés, donc où il y a plus de symptômes de l'humeur, donc ça veut dire des dépressions, des psychoses, etc. Tout ça pour dire que qu'est-ce que l'expérience migratoire vient faire là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est pas une question tellement d'hérédité génétique, mais surtout des facteurs environnementaux. Donc, c'est-à-dire que c'est une population qui est beaucoup plus exposée à des facteurs de risque environnementaux qu'une population qui n'a pas migré. Et donc, les facteurs biologiques communs pour tous ces facteurs, ce serait le stress. Donc, on parle beaucoup de guerre, violence, discrimination. Facteurs biologiques très très peu étudiés encore, mais voilà, c'est une grande piste pour savoir quelles sont les associations avec les troubles mentaux. Et donc cette question aussi, c'est pas seulement un trauma, mais c'est une question soit d'une intensité importante, ou soit plusieurs petits traumas qui vont développer ou augmenter les risques de troubles mentaux chez quelqu'un. Ce qu'on met en évidence, en effet, les études épidémiologiques depuis certaines années, c'est, premier plan, c'est l'impact des interactions avec le pays d'accueil. Donc cet impact, il est démontré donc déjà de ce qu'on a beaucoup parlé déjà, la dégradation de la santé de migrant effect. Donc c'est la dégradation de la santé avec la durée du séjour. La variation du risque selon le contexte, c'est-à-dire qu'un même groupe migrant, il ne va pas avoir le même risque de trouble mental selon les contextes ou les pays où il vit. Aussi la question que la majorité des troubles ils vont se développer des années après la migration. Donc il ne s'agit pas des migrations, encore une fois, des migrants qui arrivent malades, mais qui, au fur et à mesure, ils deviennent malades. Et ça, on peut dire même, je vais revenir sur le trauma, c'est-à-dire que toute personne qui a un trauma, déjà, ne va pas développer un trouble post-traumatique. Et deuxième temps, ça s'est démontré qu'une dépression 10 ans après, elle est liée à un trauma précédent, mais c'est surtout
à cause des conditions d'accueil aussi dans les pays de conditions d'accueil. Facteur très important, c'est que ce risque, il est aussi observé chez les migrants, mais aussi chez les dépendants. La question de la discrimination, voilà, qui montre des interactions négatives avec le pays d'accueil, et aussi, ce que je disais, l'évolution des pronostics en fonction des conditions de vie. Donc, même si on arrive malade, on va avoir une meilleure évolution du trouble mental en fonction des conditions de vie. Est-ce que ça sert, c'est validé pour tous les troubles psychiatriques? Oui. Donc, on montre voilà, une augmentation de troubles psychotiques 2 à 3 fois plus importante. Tout ça, c'est des études, des méta-analyses donc, qui ont été réalisées dans plusieurs pays. Troubles de l'humeur, troubles post-traumatiques bien sûr, et en effet dans les cas de réfugiés, donc c'est une population encore plus vulnérable, donc ils vont présenter plus de troubles que les migrants, plus de troubles que les natifs bien sûr, mais aussi plus de troubles, plus de risques que les migrants non réfugiés. Donc on parle bien d'un enjeu de santé publique. Alors en France, ce qui a été dit déjà, c'est que les études épidémiologiques, elles sont très récentes parce que, à mon avis, sur deux raisons. Donc la première, en effet, c'est les données statistiques qui sont très récentes par rapport à la population migrante. Et surtout, les descendants, on n'a pas assez de données exploitables pour faire des études épidémiologiques d'incidence et de prévalence. La deuxième question aussi, c'est que le modèle explicatif des maladies mentales en population migrante pendant des décennies, c'était beaucoup lié à la question du choc culturel, à la culture. Donc le problème, c'est les migrants qui n'arrivent pas à comprendre la langue, on nous aux codes sociaux, etc. Donc la remise en question, la mise en question du contexte de vie, c'était voilà, très moindre. Donc je vais vous montrer 3 études qui ont été réalisées récemment, qui vont bien illustrer voilà, ce risque augmenté en population migrante. Donc, la première étude, c'est une étude très importante, parce que c'est une étude qui a été multicentrique, réalisée en Europe, et c'est la première étude sur l'incidence de psychose qui a été faite depuis l'étude de l'OMS des années 70. Et je vous dis ça, mais vous savez probablement pas, mais nous en médecine, on apprend toujours que le risque de la schizophrénie, c'est le même partout dans les pays développés, non développés. Et ça a été enseigné pendant des décennies, je pense que même encore aujourd'hui. Donc, à cause de cette étude de l'OMS. Au fur et à mesure, donc avec les années, on commence quand même à critiquer la méthodologie de l'étude, et des études locales dans les pays ont montré que non, finalement, il y a une variation. En effet, elle n'est pas énorme, mais il y a une variation, par exemple, en fonction du fait de naître dans un milieu urbain ou un milieu rural, ou le fait d'être un migrant ou pas. Donc cette étude a été réalisée donc, sur 6 pays, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Italie, France et Brésil, et a étudié donc, le premier contact pour psychose, donc incidence de psychose dans la population générale. Donc je ne vous montre pas tout le graphique, mais je vous montre qu'il y a plusieurs sites par pays, et donc les 3 sites en France, donc Puy-du-Dôme, donc région rurale, et 2 sites en Île-de-France, Val-de-Marne et Paris. Et bon, on montre déjà qu'en France, il y a une variation de l'incidence. Et qui finalement, dans cette étude, Paris était champion donc d'incidence de psychose dans toute l'Europe. Donc, pour une moyenne de 20 pour 100 000, on est à 46. Donc, dans une deuxième étude, nous avons voulu comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe à Paris et pas ailleurs. Et pour ça, on a eu, parce qu'on a fait quand même l'incidence première et descendant, et comme je vous ai dit, il n'y a pas de données statistiques. Nous avons eu l'aide de Patrick Simon de l'INED, qui, grâce aux données de Théo, que vous connaissez, on a pu calculer les dénominateurs pour calculer le risque chez les descendants.
Qu'est-ce qu'on a trouvé alors? Donc, on a pris l'échantillon à Île-de-France, Paris, Val-de-Marne, et en effet, on a découvert donc cette incidence importante. Elle est, oui, il y a une différence entre les natifs et les migrants. Donc, les migrants sont deux fois plus à risque que les natifs. Que par origine, puisqu'on n'a pas non plus d'ethnicité en France, des statistiques d'ethnicité, donc on a fait par pays naissance, on a trouvé chez les Africains subsahariens 3 fois plus de risques, et on a étudié dans cette étude la migration interne, donc les migrants des DOM, et on a trouvé un risque plus important chez les migrants des DOM. Quand on a étudié les descendants, voilà, même si la méthodologie elle était moins bien, bon, pour les raisons que je vous ai dit, donc moins bien spécifiques, on a quand même trouvé des résultats cohérents, c'est-à-dire des descendants aussi d'Africains subsahariens. Mais ce qui est le plus important dans ces résultats, c'est que quand on analyse l'environnement social, soit l'environnement, soit les conditions individuelles des personnes, on a vu que quand on analyse les incidences dans des quartiers prioritaires, c'est-à-dire des quartiers où il y a plus de chômage, plus de CMU, moins de niveau d'études, etc., versus les quartiers non prioritaires, donc on va trouver en effet une incidence plus importante dans les quartiers prioritaires, et dans les quartiers non prioritaires, les migrants ne sont pas à risque. C'est-à-dire que les migrants qui vivent dans un environnement social, on n'a pas trouvé un risque plus élevé que les natifs. Et deuxième fait, c'est que dans notre échantillon, donc un migrant sur 5, c'était quelqu'un qui vivait à la rue ou qui n'avait pas de papiers. Donc, cette association avec la précarité sociale, elle était encore plus importante que l'association en soi du statut migratoire. Donc, puisqu'on parle que les gens, qui c'est à cause de la précarité sociale que les gens sont malades, on a voulu, donc, dans ces cas-là, étudier déjà une population en précarité sociale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'étude Savanta, mais c'est une étude qui a été faite sur la prévalence des troubles psychiatriques chez des personnes en précarité sociale. Donc, on a refait des analyses sur ces données, mais cette fois-ci, comparant donc dans un même contexte précarité sociale, est-ce qu'il y a une différence entre les migrants et les natifs en ce qui concerne les taux, la prévalence des troubles psychiatriques, et aussi est-ce qu'il y a d'autres facteurs associés? Quels sont les facteurs associés quand il y a des troubles psychiatriques? Et en effet, on retrouve quand même plus de dépression chez les migrants, plus de troubles post-traumatiques. Et quand il existe une psychose, c'est une psychose qui est associée quand même à un séjour de plus de 10 ans en France, encore une fois, dans le sens où les gens n'arrivent pas malades, mais ils vont développer une maladie. Pour ce qui est des facteurs de risque associés, nous avons trouvé des différences, même si les troubles sont les mêmes, il y a des facteurs différents. Et en effet, on retrouve chez les migrants, en fait, des facteurs de risque associés à l'expérience migratoire, c'est-à-dire victimes de violences, donc dans ce cas, c'est physique ou psychologique, donc dans l'année écoulée, et le fait d'avoir été en contact avec la mort. Alors que chez les natifs, les facteurs associés, c'était surtout un parcours de vie plus difficile qui a mené à une situation de précarité sociale. Je vais trop vite, peut-être, non? Bon, encore une étude. Donc, là, encore deux données. Les nouveaux arrivants, on n'a pas encore des données statistiques d'études. On vient de commencer nos analyses, mais on travaille là-dessus. Donc ça, c'est l'évaluation psychiatrique dans le KS Boulangerie. Donc le KS, c'est le centre d'accueil d'examen des situations pour les arrivants.
Et donc, c'est des personnes qui demandent à voir un psychiatre. Donc, ça n'a rien à voir avec la demande d'asile. On ne fait pas de certificat, etc. C'est un centre d'accueil. En effet, on va déposer sa demande d'asile et on a comme option de voir un médecin généraliste et ou un psychiatre. Donc, c'est des gens qui demandent à voir un psychiatre. Dans les caisses boulangeries, c'est surtout des hommes. Hein. C'est un centre pour des hommes. Et ce qu'on retrouve, en effet, c'est une population surexposée à des facteurs de risque. Et donc, la question du trajet, elle devient essentielle et, dans le récit des personnes. Et voilà, donc il s'agit d'une population très jeune qui a un parcours quand même assez long, hein, 50%, c'est 2 à 4%. 2 à 4 ans, donc c'est 54%. Plus de 4 ans, c'était quand même dans les 20%, hein, donc c'était énorme. La plupart traversés par le bateau, contact avec la mort, déboutés dans d'autres pays, donc 1 sur 2, et qui ont vécu des situations de détention ou de torture. Sous les plans psychopathologiques des symptômes, donc 1 sur 3, il y avait quand même des idées de mort. Des symptômes de stress traumatique 1 sur 2 et des symptômes psychotiques à 8%, ce qui est énorme. Et en effet, donc, il s'agit d'une seule consultation. C'est une consultation d'évaluation d'orientation parce que les gens dans ce centre-là, ils restent 10 jours. Donc, ils demandent d'avoir un psychiatre, on discute, bien sûr, il y a des interprètes et après, on fait orientation et l'évaluation orientation. Voilà, 1 sur 2, on dit quand même, et ça serait bien qu'il soit suivi et qu'il y ait un traitement. Bon, la plupart du temps, on commence un traitement sur place parce que le temps qu'il ait l'AME, etc., parce que c'est 3 mois, et qu'il ait accès à la passe, etc., et qu'il a déjà été transféré ailleurs, il n'aura jamais son traitement. Donc, on a un petit stock de traitements basiques sur place qu'on peut donner à la personne pour qu'elle commence un traitement. Et quand même, une personne sur 10 a été orientée, donc sur le champ, premier entretien, parce que nécessité d'hospitalisation. Dernier point, en effet, on va parler un peu de soins. C'est les seules données pour l'instant qu'on a sur les suivis psychiatriques des personnes migrantes sur le secteur public français. Et contrairement à ce qu'on dit, la plupart des migrants, elle est suivie sur le secteur public et pas dans les associations. C'est-à-dire qu'on a fait donc, cette enquête santé mentale logement, c'est sur tous les arrondissements parisiens. Donc c'est une photographie, une journée. Combien de personnes présentes ce jour-là étaient en soins, soit ambulatoires, soit hospitaliers. Donc 4000 patients, dont 1000 migrants. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Il y a une grande différence. Donc là, c'est là où on retrouve quand même une égalité de soins et un accès restreint. C'est-à-dire donc déjà une population beaucoup plus précaire que les natifs. Donc 4 fois plus de personnes sans ressources. AME 7%, donc situation irrégulière 7%. Et des situations de sans-abrisme 4 fois plus, ce qui n'est pas étonnant pour quelqu'un comme moi qui travaille dans des équipes précarité où la population vue c'est 80% c'est des migrants. Diagnostic, donc on revient quand même des maladies psychiatriques sévères, donc il y a plus de psychose chez les migrants que chez les natifs. Et chez les migrants, donc la différence de soins prodigués, c'est-à-dire la plupart des migrants, ils vont se retrouver dans des soins dites de crise aiguë, c'est-à-dire en intra-hospitalier, une bonne partie, donc plus que les natifs, sous la contrainte. Et donc, une fois qu'ils vont mieux, c'est les suivis ambulatoires. Donc, ils sont beaucoup moins vus en consultation de suivi. Ils ont beaucoup moins d'accès aux consultations spécialisées, c'est-à-dire soit psychothérapie, soit thérapie comportementale, soit hôpital de jour, soit foyer de post-cure. Et bon, ça, c'est une autre enquête qu'on a fait. Mais en effet, après une première hospitalisation pour psychose, donc on a 3 fois plus de personnes qui ne reviennent pas s'ils sont migrants pour leur suivi. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, après une hospitalisation par psychose, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc pour conclure, j'aimerais vous passer 2 messages. Parce
que j'ai déjà fait il y a une semaine, et c'est le même. Donc, c'est-à-dire que, voilà, les migrants, ils ne sont pas malades parce qu'il y a un problème de culture, ils ne sont pas malades parce qu'ils sont tous traumatisés. Ça existe, stress acculturatif. Chez les réfugiés, le traumatisme, c'est très important. Mais la plupart des migrants, et même parmi ceux dont je viens de citer, c'est les facteurs post-migratoires qui vont avoir un impact très très important dans le développement, mais aussi dans l'évolution des troubles psychiatriques. Et en même temps, voilà, c'est une population qui n'a pas le même traitement que la population native. Donc, perspective, moi je dirais dans la pratique, puisqu'on ne peut pas agir sur le gène pour l'instant, agissant sur les facteurs environnementaux. Bon, voilà, pour moi, premier, c'est droit au droit, c'est-à-dire soit dans la prévention, soit dans les soins. Si on n'a pas droit au droit, on ne va pas bien sur la santé mentale. La deuxième chose, en effet, on a beaucoup parlé de l'AME, et ça, je le vis tous les jours. Les soins, les personnes les plus malades, elles n'ont pas accès aux soins dont elles auraient besoin parce que l'AME, elle est restrictive. Et la deuxième chose, c'est la diversification et adaptation des soins. On se focalise beaucoup sur le trauma, et ce qui est très important aussi, mais on oublie qu'après le trauma, il y a les facteurs de l'installation, c'est-à-dire tout le stress psychosocial de l'installation, de la langue, des ressources, de l'attente de la demande d'asile et du somatique. Tout ça, il faut que ça soit pris en compte. Donc, voilà, il faut qu'on puisse développer des systèmes de soins beaucoup plus pluridisciplinaires et avec une offre de soins plus importante que l'hospitalisation enfermée ou la psychanalyse. Bon, je caractérise un peu, mais la psychothérapie des vivants. Là, il y a d'autres choses quand même à développer. Et au niveau de la recherche, voilà, on revient sur les données statistiques. On ne peut pas travailler sans données statistiques, ça c'est clair. Mieux étudier, donc là, ce qui reste étudié, c'est le contexte des récentes vagues migratoires, les facteurs biologiques, et j'aimerais bien finir par les facteurs protecteurs, parce que, voilà, ce n'est pas tous les migrants qui vont devenir malades. Donc, étudions ceux qui ne deviennent pas malades, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner des idées pour aider à ceux qui sont malades, c'est-à-dire estime de soi, ceux qui ont accès à un capital social plus important, qui sont moins isolés, etc. Et je vous remercie.